Monsieur le député, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bon, maintenant, vous venez quasiment tous les ans nous faire un petit coucou. Alors, vous n'avez pas pu venir présenter vos vœux parce que je sais que vous étiez très occupé sur Paris. Mais là, le mal est réparé. Et donc, on va faire avec vous le tour un petit peu de toutes vos interventions, notamment la dernière qui a marqué. Donc, vous êtes député centriste de la 18e circonscription, donc c'est la nôtre. Vous faites partie de plusieurs commissions. Je vais vous laisser en parler pour que les Cathésiens et les gens qui nous regardent sur Internet puissent se remémorer. Commission des affaires sociales, vous faites partie de la commission des affaires économiques, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Sur ces commissions, qu'est-ce que vous pouvez dire ? Je ne fais pas partie de la commission des affaires sociales. J'ai démissionné uniquement de ma commission pour aller à la commission des affaires sociales pour le congé de deuil. Parce que je ne pouvais pas présenter dès lors que je ne faisais pas partie de la commission. Donc ma démission, elle a duré 8 jours et après je suis revenu dans la commission développement durable, aménagement du territoire, c'est ma commission principale. Alors c'est une commission très importante parce qu'on reçoit beaucoup de ministres, Elisabeth Borne, Djebari, c'est une commission qui s'occupe par exemple du canal Seine-Nord, des autoroutes, des voies ferrées, de l'énergie atomique, de l'éolien, tout ce qui est énergie, tout ce qui est voies de communication, c'est dans ma commission, donc vraiment on touche à tout. Et j'y suis très très heureux parce que j'apprends plein de choses. Par exemple pour l'énergie atomique, il y a les pour, il y a les contre. Alors on reçoit dans notre commission des intervenants extérieurs, c'est quelquefois le Haut Commissariat à l'énergie atomique, et puis c'est quelquefois Greenpeace. Donc on a deux avis différents. Il y en a qui nous disent il faut continuer, il y en a qui nous disent il faut arrêter. Après on se fait notre intime conviction et quand on vote en toute connaissance de cause. Donc ça c'est ma commission principale, elle se réunit toutes les semaines, on pointe. Et puis après je fais partie de beaucoup de groupes de travail, par exemple le groupe de travail Ville et Métiers d'Art, le groupe de travail Métiers du Luxe, ça c'était pour la dentelle. Oui, alors on va peut-être en parler parce que je sais que vous êtes intervenu. Nos caudrésiens ont beaucoup de soucis au niveau de des dentelles. La dentelle, ça a toujours été une industrie du luxe qui vit en fonction des goûts des dames et des grands couturiers. Donc il y a toujours eu des hauts et des bas, mais actuellement il y a une forte concurrence des pays asiatiques. Les pays asiatiques fabriquent de la dentelle Rachel, c'est une dentelle qui est faite sur des métiers qui vont à grande vitesse, alors que nous on fabrique la dentelle Lever, qui est une dentelle haut de gamme, qui est faite sur des métiers qui datent pour le dernier de 1954, mais souvent du 19e siècle. Si vous prenez par exemple une dentelle Lever, si vous essayez de la déchirer, elle ne se déchire pas. Si vous prenez une dentelle Rachel, elle se déchire comme ça. Mais elle coûte beaucoup, beaucoup moins cher. Et les Asiatiques ont tendance à copier nos dessins. Avant, c'était plus difficile, parce qu'un dessin devait être dessiné, ici, il devait être mis sur des cartons perforés qui conduisait la machine. Et maintenant, on a réussi, techniquement, à mettre l'ordinateur sur les métiers du 19e siècle. Et donc, les dessins peuvent être scannés en Asie, mis sur l'ordinateur, et ça part tout de suite. Donc, en plus, on s'est aperçu que les grands couturiers se désintéressaient un peu de la dentelle et que les écoles de mode ne mettaient pas la dentelle à l'ordre du jour de leurs cours. Donc, on est en train de travailler. Je sais que les denteliers ont été reçus hier par le conseiller parlementaire du président de la République. Donc c'est quand même monté, comme vous le disiez dans un communiqué, au plus haut niveau. Oui, on a tenu des réunions ici avec le préfet. Le préfet connaît bien le problème de la dentelle et a promis que ça remonterait. Il l'a fait. Il y a eu une réunion, j'ai déploré de ne pas être invité, parce que je suis invité aux réunions de travail, j'aurais bien aimé être invité là-haut. Mais enfin, j'avais participé aussi en écrivant à la conseillère technique du président de la République et en participant au groupe, comme je l'ai dit tout à l'heure, au groupe Métiers d'Art. Alors il y a les brodeurs à côté qui sont également inquiets, mais finalement on ne parle pas trop de... Si les denteliers, c'est encore 6 denteliers à Caudry, c'est 1500 personnes avec les périphériques. Les brodeurs, il y en a encore une trentaine, mais en emploi, ça fait beaucoup moins. Mais les brodeurs sont touchés de la même manière. Avant, souvenez-vous, à Villers-au-Tréau, on installait beaucoup de métiers, des lesseurs, des épocas. Maintenant, ils partent en Turquie. En Turquie, il y a des ateliers énormes. Et puis, ça fabrique à tour de bras. Nous, on n'a plus que les niches.
les petites quantités. Mais enfin, on a la chance d'avoir des entrepreneurs, des industriels qui mettent tout leur cœur et souvent toutes leurs économies pour faire fonctionner leur profession. On espère que ça va aller. J'espère que ça va aller. Enfin, on se bat pour ça. Moi, je me bats pour ça. J'ai vu souvent les denteliers, les brodeurs. C'est compliqué. On pense à eux. On parlait du développement durable, vous évoquiez les éoliennes. Je sais que c'est quelque chose d'important pour nous et d'ailleurs pour tous les gens qui nous regardent. Quelles sont vos dernières interventions à ce sujet? Alors, j'arrête pas d'intervenir. J'étais au ministère de l'économie encore jeudi avec Xavier Bertrand, président de région, qui était contre les éoliennes. Il était maire de Saint-Quentin. Et si vous allez à Saint-Quentin, vous voyez des champs d'éoliennes. Oui. C'est plus des champs de blé, c'est des champs d'éoliennes. Et il y avait le préfet Lalande qui était là, et puis des préfets qui représentaient la ministre, Madame Wargon, ministre de l'écologie. Pourquoi? Parce que j'étais intervenu en question au gouvernement, vous l'avez souligné, dans l'hémicycle, pour dire que le département du Nord et la région du Nord étaient saturés d'éoliennes. Il faut savoir par exemple que le département de la Somme représente à lui seul 10% de toutes les éoliennes qui sont en France, et que la région des Hauts-de-France, c'est 25% de toutes les éoliennes qui sont en France. Quand vous voyez la carte de France avec les bandes de vent, il y a des bandes de vent, c'est le Nord, la Normandie et la Bretagne qui sont en bleu foncé, fortement venteux, et Provence-Haute-Côte d'Azur. Et vous ne voyez pas d'éoliennes en Provence-Côte d'Azur. Donc ce sont les départements comme nous qui ne disent rien, qui sont toujours les plus impactés. Mais c'est peut-être aussi une question d'argent. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'agriculteurs qui souffrent actuellement. Les agriculteurs ont du mal à joindre les deux bouts, donc ils voient une opportunité dans les éoliennes. Mais enfin, plus j'entends parler des problèmes générés par les éoliennes, il y a ici un éleveur, un Mazinguin, qui se pose la question, est-ce que ce ne sont pas les éoliennes? J'en sais trop rien, mais il y a une étude qui est en cours et j'ai fait en sorte que cette étude elle soit faite le plus rapidement possible. Il a une ligne à haute tension, il a des éoliennes. Je sais qu'un sourcier, pour tout dire, c'est le maire de Mazinguin, a vu qu'il y avait 2 nappes qui convergeaient vers l'étable. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? On ne sait pas. Mais ça pose problème parce qu'ailleurs, ça se produit aussi. En Normandie, il y a aussi une ferme où les vaches dépérissent. Il faut savoir qu'une vache est 4 fois plus réceptive aux ondes électromagnétiques qu'un humain. Donc, les vaches, si elles sont destinataires d'ondes. Et je peux dire plein de choses sur les éoliennes, mais je vois que le temps tourne, je suis déjà à 22, vous m'avez dit 30. Non, il nous reste 22 minutes. Il reste 22 minutes. Je vais continuer. Alors, les éoliennes, il faut savoir qu'une éolienne, ça ne produit que 22% du temps. 22% du temps. Et que les 78% du temps restant, il faut recourir aux centrales thermiques. Donc, de gaz carbonique, donc c'est polluant. Il faut savoir qu'une éolienne, c'est énormément de béton, énormément de ferraille qui ne seront jamais enlevés. On ne pourra pas les enlever. C'est pas possible. Ensuite, les pales d'éoliennes, on ne peut pas les démonter. Dans 20 ans, vous voyez des images d'éoliennes qui ont été démontées aux États-Unis, les pales, on les empile, parce que les pales sont très difficiles à recycler. Ensuite, l'éolien, ça coûte quand même très cher. Heureusement que l'État participe. Si il n'y avait pas d'éolien, s'il n'y avait pas de centrales photovoltaïques, on serait suffisant. L'éolien produit une électricité supplémentaire par rapport à notre consommation, mais on le produit à un coût de 12 euros, et on le revend 2 euros aux pays étrangers. Donc, ce n'est pas une nécessité maintenant d'avoir autant d'éolien. L'éolien, c'est 20 milliards déjà dépensés, 120 milliards au total. L'éolien en mer, ça sera 35 milliards. Et actuellement, c'est qui? C'est les consortiums sino-japonais qui installent les éoliennes, et donc les bénéfices vont à l'extérieur. Alors, je ne suis pas totalement contre l'éolien, mais je pense qu'il faut, et c'est ce que j'ai dit au ministère de l'écologie, et c'est ce qui, à mon avis, sera retenu, il faut qu'on se mette autour d'une table et qu'on dise il y a des zones qui sont
pertinentes pour l'éolien. Et puis il y a des zones où, près des habitations, vous savez, ceux qui disent on est pour l'éolien, mais à qui on va dire on va mettre à 500 mètres de chez vous une éolienne, non merci, parce que la maison elle va se déprécier. Et maintenant on parle d'1 kilomètre. Mais en plus ils augmentent la hauteur des éoliennes. Ouais. Donc je peux encore dire beaucoup de choses sur l'éolien. Mais je crois que il y a un sujet quand même qui nous touche à cœur, c'est que vous êtes auteur d'une proposition de loi qui proposait d'allonger le congé pour deuil d'un enfant décédé de 5 jours à 12 jours. Bon, c'est une proposition qui avait déjà été proposée dans le passé. Vous avez commencé à proposer cette loi en juin 2018, donc c'est pas récent. Alors, on a eu beaucoup de jours de polémiques. Vous avez été touché par le cas de Pascaline Meyer, qui a perdu sa fille Lucie. On l'avait vu dans la presse. Vous l'avez suivie à l'âge de 15 ans. Et finalement, sa maman disait que le fait qu'elle soit enterrée le lundi, le samedi, qu'elle devait reprendre le travail le lendemain, ça marquait un petit peu les esprits. Vous-même, à titre personnel, vous avez connu également cette douleur. Et donc, tout le monde se bat finalement pour essayer de créer d'associations, parce qu'il y en a beaucoup dans le coin, d'associations comme l'association Le Sourire de Lucie. Et vous disiez, c'est le combat d'une vie qui est devenu le mien. Les députés en avaient déjà débattu, comme je vous le disais, en 2015. Alors pourquoi avoir fait cette proposition de loi en augmentant ce congé de 5 jours à 12 jours? Alors je vais reprendre en partie ce que vous avez dit. Celle qui m'a sensibilisé, outre le fait que j'ai été touché personnellement, c'est Pascaline Meyer, qui est présidente de l'association pour le sourire de Lucie. D'ailleurs, quand je suis intervenu en question au gouvernement, j'ai dit « je pense à Lucie » en parlant. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est ce que vous venez de dire. Les 5 premiers jours, on est submergé par la douleur, on a la famille qui est autour de nous, il y a les formalités administratives, il y a les obsèques à gérer, etc. Donc on n'a pas le temps de penser. Elle, juste après le décès, elle est restée de longues heures sur la tombe de sa fille. Et au bout de 5 jours, la famille, elle repart. On se retrouve dans la maison, il n'y a plus d'enfants, et puis on se retrouve seul dans la maison. Et il y a besoin d'un temps pour reprendre son souffle, pour penser à l'avenir, parce qu'on n'y pense pas avant, pour se dire, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'ai plus mon enfant, il faut que je retourne au travail, qu'est-ce que je vais faire? Donc ça semblait bien, et ça a été confirmé par d'autres associations, qu'on prolonge de 7 jours pour reprendre son souffle un peu. Sinon, on fait quoi? On part travailler, mais si on part travailler, déjà... Moralement, c'est dur, on perturbe l'environnement de travail, les collègues vous posent des questions. Ensuite, il y a un délai de carence, vous avez 3 jours de salaire en moins, et ensuite, après, vous êtes remboursé à 50% de votre traitement. Donc, quand vous avez suivi votre enfant pendant sa maladie, vous avez dépensé énormément. J'ai un témoignage d'une dame qui était à Clermont-Ferrand, qui avait 3 enfants. Son mari s'est tiré. Elle s'est retrouvée avec ses 3 enfants, dont un atteint du cancer. Elle a dû aller à Nice pour le faire soigner. À Nice, il a fallu prendre un logement, il a fallu prendre une voiture, etc. Elle a fini par être en commission de surendettement et elle disait, mais j'ai failli penser au pire, Donc, quand l'enfant décède, on n'a déjà plus d'argent, on ne sait plus s'en sortir. S'il faut ensuite être pénalisé par la carence, par le fait qu'on n'a plus que 50% de son salaire, on ne peut plus faire face. Puis vous avez les pompes funèbres qui viennent frapper à la porte pour vous dire vous nous devez les frais d'obsèques. Alors ça, c'est une solution. L'autre solution, c'est il faut encore que le médecin accepte de vous donner un congé maladie. Vous n'êtes pas toujours malade, donc il faut prendre sur soi, de dire dites que je suis malade. Ou alors, qu'est-ce qu'on peut faire? La deuxième solution, c'est de retourner au travail. Et là,
supposez que vous êtes, par exemple, vendeuse en pâtisserie, tout le monde va vous dire mais qu'est-ce qui arrive, c'est malheureux, vous n'avez pas votre rendement normal, vous perturbez l'environnement, et bien souvent, les chefs d'entreprise disent restez chez vous, restez une semaine chez vous, je vous paye cette semaine. Donc c'est pour ça que j'avais proposé 12 jours. Mais enfin, vous allez me poser une question ou je continue? Pour pouvoir faire cette proposition, comment on arrive là? Parce qu'on ne connaît pas forcément le fonctionnement. Alors c'est très difficile parce que des propositions, je n'ai pas fait que celle-là, j'en ai fait d'autres, mais pour qu'une proposition aboutisse, c'est très difficile. Il faut que ou le gouvernement ou le président de l'Assemblée nationale l'accepte, ça c'est très très dur. Généralement, ce sont les propositions du gouvernement qui sont discutées, comme actuellement on est en train de parler des retraites. Et sinon, vous avez une possibilité par groupe politique, c'est une journée de niche. Et moi, je suis rentré dans cette journée de niche. C'est-à-dire que dans mon groupe, on est 35. Il faut d'abord dire aux collègues, ma proposition, elle est plus intéressante que la tienne. Est-ce que j'ai réussi à faire? Enfin, il faut d'abord la faire valider par le groupe. Voilà. On était 35 à faire des propositions, tout le monde a des propositions, et il fallait en retenir 8. Donc j'ai été retenu dans les 8 que mon groupe a proposé en niche au gouvernement. Ces 8 propositions, il y en avait 4 qui sont passées comme une lettre à la poste. Il y avait par exemple Morel à l'huissier, c'est le député de l'Ardèche, qui a proposé qu'on autorise le chant du coq, tout ce qui est patrimoine culturel. Donc c'était intéressant, mais on n'en a pas parlé à cause de moi. Il y en a une autre qui a proposé que les diabétiques puissent accéder à tous les emplois. On n'en a pas parlé non plus. Et donc, moi, j'arrivais à la 5e position. Il y avait déjà eu 4 acceptations. 4 acceptations. Donc, le gouvernement a dit, ça y est, on leur a donné, à mon avis, ce qu'ils méritaient, et on ne va plus en donner. Je n'ai pas cessé de dire à la ministre, en commission, je lui ai dit, si vous reprenez en replay, je lui disais, faites attention, je ne sens pas bien, faites attention à ce que vous allez faire. La ministre ne m'a pas écouté, elle m'a regardé sans m'écouter. Et tous les groupes sont intervenus. Il y a Ruffin qui est intervenu de manière vive. Il y a les Républicains, Cordier qui est intervenu aussi de manière vive. Tous les groupes étaient à mes côtés, sauf les 2 groupes principaux, Modem et En Marche, qui avaient comme instruction de dire on vote pas cette loi. Et donc, j'étais surpris. Si vous regardez en replay, je me répète, je me prends la tête comme ça en disant « mais c'est pas possible ». Et donc, toutes les associations qui avaient suivi ma proposition, parce qu'à chaque fois qu'un enfant décède, il y a une association qui se crée, puis elle se regroupe, il y a des liens forts entre elles ont écrit aux ministres, elles ont écrit aux parlementaires, elles ont écrit aux médias, et ça a fait le buzz, c'est parti de tous les côtés, il n'y a pas de cœur, etc. Mais je pense que c'était un problème sous-jacent. Il fallait qu'un jour ça éclate, qu'on ne vote pas comme des automates. J'ai été amené à parler d'automates. C'est vrai qu'en commission, il y a une partie de notre groupe qui réagit comme un automate. Ils sont en train de regarder leur portable, qui est pour, ils font ça comme ça. Ils n'écoutent pas vraiment. Donc, je pense que, sans prétention, il y aura un avant-moi et un après-moi, parce que maintenant, ils votent souvent des textes humains sans suivre le mot d'ordre de leur parti. Ça, c'est important. Ouais. Alors, quelle était la suite? Parce que finalement, vous avez eu un entretien avec le cabinet de Madame Pénicaud. Il y a plusieurs députés qui vous rejoignent. Et puis finalement, même si cette proposition est rejetée, vous disiez que c'était une faute politique pour vous. Le MEDEF était avec vous. Et donc là, apparemment, le président de la République intervient. Ce qui s'est passé, je vais tout vous dire, c'est que ça fait beaucoup de bruit chez eux, parce que certains sont venus me voir en me disant « on m'avait dit de voter comme ça, j'ai voté comme ça », je dis « c'est malheureux ». Et le président les a tous réunis pour ça, en partie, en disant, on sait toujours ce qu'il a dit, il y avait un tsunami, j'ai bien dû monter au créneau pour dire « il faut mettre de l'humain ». Et après, il y a une réunion qui s'est tenue au 101 rue de l'Université. Mon bureau est au 101, donc j'entends ce qui se passe, où ça
ça a clashé. Hein. Ça a clashé où ils ont dit c'est pas normal qu'on nous envoie au charbon et puis qu'après on nous dise il fallait pas y aller. Donc ça fait beaucoup de bruit. Alors comment ça va se passer maintenant? Je fais le parcours du combattant parce que je suis sans arrêt avec les ministres, hein, Pénicaud et Taquet. Taquet, c'est le ministre de l'Enfance, hein, qui va venir cet après-midi d'ailleurs au Villet. Je les vois régulièrement, mais ça se passe très bien. Maintenant, on a des rapports très cordiaux et on cherche tous ensemble à améliorer encore ma proposition, aller plus loin. Alors le gouvernement veut aller plus loin. Il veut aller plus loin. Il veut porter à 15 jours. Bon, 12-15 jours, pourquoi pas. Il veut qu'il y ait un capital d'essai au moment de l'enfant, que les frais d'obsèques soient pris en charge, et surtout qu'on maintienne le travail pour les personnes endeuillées, parce qu'il y avait malheureusement quelquefois des chefs d'entreprise indélicats qui mettaient dehors parce que la personne n'était plus en rendement habituel. Et donc, ce serait le maintien de la situation professionnelle pendant 9 ou 12 mois. On est en train de travailler là-dessus. On a rencontré toutes les associations de parents d'enfants décédés, 2 fois avec Mme Pénicaud et M. Taquet. On a rencontré les syndicats ouvriers et patronaux, qui ont donné beaucoup d'idées. Donc maintenant, on a une feuille de route, ça devrait bien se passer. Et j'étais hier avec Madame Doineau, Elisabeth Doineau, qui est sénatrice, qui va être rapporteure au Sénat, parce que la proposition va aller au Sénat. Automatiquement, oui. Ma proposition, elle est complètement supprimée. Hein. Donc il faut qu'ils rétablissent un amendement de rétablissement au Sénat. Le Sénat va délibérer sur ce que je viens de dire. D'ici combien de temps, d'après vous? Très vite, c'est le 3 mars. Le 3 mars. Ensuite, ça revient à l'Assemblée nationale. Si à l'Assemblée nationale, c'est la même chose, c'est bouclé. Si l'Assemblée nationale a un point de vue un peu différent, ça repart au Sénat pour une deuxième lecture. Et on fait une CMP, une commission mixte paritaire. Et on essaie de s'entendre, puis ça passe. Qui devrait passer autour de quelle date, d'après vous? Moi, je pense en avril, mi-avril. Oui. Donc ça risque d'aller très vite. Le gouvernement souhaite que ça aille très vite. Alors le risque, hein, moi je dis tout là, le risque, c'est qu'à un moment, ça ne serait plus la loi Bricot, mais que ce serait la loi du gouvernement. Et il semblerait que, ça sera certainement la loi Bricot. Vous verrez bien. C'est pas ce que vous cherchez. C'est pas pour mon nom, mais je suis très heureux et je pense à toutes ces familles. Ce que n'a pas perçu, à mon avis, l'Assemblée nationale, enfin la majorité de l'Assemblée nationale, c'est qu'on a tous autour de nous ou un enfant dans la famille ou à côté de la famille. Regardez, à Caudry, il y a Aurélie Châtelain qui a été assassinée par un djihadiste. Toute la population s'est mobilisée. Et on en parle encore maintenant. Un grand élan, il va passer en jugement prochainement. Il y avait un grand élan spontané au niveau de la population. Et ça n'a pas été perçu. Mais je pense que maintenant, ça se sera. Je pense. Mais écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si... Alors, j'ai vu votre rapport, hein, je l'avais sorti, je l'ai lu avec attention. Finalement, je pense que les gens qui nous regardent, s'ils veulent suivre un petit peu tout ce que vous faites, sur Internet, on trouve tout finalement. Ils ont qu'à aller sur mon Facebook. À chaque fois que j'interviens dans une commission, je le mets sur le Facebook. Les rapports, etc. Il n'y a pas de politique sur mon Facebook, il y a simplement du vécu. J'ai travaillé aussi sur le canal Seine-Nord. Le canal Seine-Nord, à chaque fois qu'un ministre est venu, à chaque fois j'ai parlé du canal Seine-Nord. Je n'ai pas été le seul, hein, mais il y en a beaucoup qui étaient contre. Hein. Quand je suis arrivé, par exemple, dans mon groupe à l'Assemblée nationale, il y a d'abord fallu convaincre les gens de mon groupe. Hein, parce que ceux du Midi, les députés de Marseille ou Toulouse, ils me disaient « Mais c'est quoi le canal Seine-Nord? Ça sert à quoi? Pourquoi on va payer pour un canal ?» Il faut d'abord convaincre ses proches, puis après, il faut aller convaincre les autres. Bon, là on est vraiment en bonne voie. Sans jeu de mots. Oui, on est en bonne voie, c'est bien parti, ça va commencer en 2021.
Mais j'apprends plein de choses. Vous savez, un canal, ça se creuse pas comme ça. Bon, je suis content aussi parce que on a mis aussi le canal de la Sambre-Loise Oui, qui va repartir. Ouais, c'est une très bonne chose. Les ponts suspendus là, de Tupigny et de Venancourt vont être refaits. Ouais. Et on va revoir passer des péniches et puis des voiliers. Des voiliers. Enfin, des voiliers, des bateaux de plaisance. Mais ça va faire du bien pour le tourisme. Ouais. Mais pour le canal Seine-Nord, j'ai appris par exemple que quand on passait dans des sites comme la Sensée, les étangs, il fallait étanchéifier le canal. Un canal, on ne peut pas creuser et puis mettre de l'eau. Oui. Il faut de temps en temps, quand il y a des nappes phréatiques, étanchéifier. Ensuite, le canal Seine-Nord, il va passer au-dessus de l'autoroute. Hein. Vous allez voir les péniches qui vont passer au-dessus de l'autoroute. C'est incroyable ça. Au début, quand on dit il faut le canal, on ne pense pas à tout ça. C'est énorme comme chantier. Hein. Et le coût estimatif? Alors le coût, c'est 4,5 milliards. Les collectivités territoriales vont mettre un peu plus d'1 milliard. J'étais vice-président du département du Nord, j'ai proposé 200 millions qui ont été acceptés. La région met 350 millions, les autres départements mettent le reste pour arriver à 1 milliard. Ensuite, il y a l'Europe qui va mettre 2,5 milliards, ça fait 3,5 milliards, et il manquait le milliard de l'État. Le milliard de l'État que l'État se faisait tirer l'oreille pour mettre. Maintenant, c'est fait. Le milliard est voté. Et il y a encore 5 à 700 millions qui pourraient être un dépassement de crédit, mais là, tout le monde s'est entendu pour emprunter sur 40 ans et pour... Parce qu'il y a généralement des dépassements. Oui. Alors maintenant, le travail n'est pas terminé parce que le canal est fait, mais le canal, c'est un tuyau. Ouais. S'il n'y a pas des plateformes comme Nel, comme Marquion, on est en train de travailler sur la plateforme de Marquion. Si on regarde passer les péniches, ça ne vaut pas la peine. Hein. Il faut qu'elles s'arrêtent, qu'elles déposent les containers et qu'on les utilise pour alimenter nos industries. J'ai vu que Norail, au gâteau, Norail, il essaime beaucoup. Hein. C'est clair, c'est clair. Il en attend beaucoup. Ouais. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette intervention et puis on va suivre ça de très près. Mais je pense qu'on aura peut-être l'occasion de vous revoir pour reparler de tout ça. Merci beaucoup d'être venu au Cateau et puis bon courage pour tout ça. Avec grand plaisir et merci beaucoup.